Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. De cette façon, vous nous aidez à grandir encore plus. Bon voyage d'horreur. L'invitation à rejoindre le luxueux paquebot de croisière en Méditerranée en tant que chef invité était un honneur que je ne pouvais pas refuser. Je m'appelle Pierre Dupont et ma réputation de chef français de renom m'a finalement valu cette prestigieuse opportunité. Les eaux azurées et la perspective d'expériences culinaires exquises auraient dû rendre ce voyage inoubliable. Cependant, rien n'aurait pu me préparer au cauchemar qui s'est déroulé. Le premier signe de problème est apparu lors de la deuxième nuit en mer. Un passager, un riche homme d'affaires britannique, a été retrouvé mort dans sa cabine. La cause officielle était une crise cardiaque, mais des rumeurs parmi l'équipage suggéraient un acte criminel. J'y ai prêté peu d'attention jusqu'au lendemain matin, où un deuxième décès s'est produit. Cette fois, c'était l'un des membres du personnel de cuisine. La tension au sein de l'équipage était palpable et les passagers commençaient à s'inquiéter. Le quatrième jour, 3 autres corps avaient été découverts, chacun dans des circonstances de plus en plus suspectes. Le capitaine a demandé une réunion avec les cadres supérieurs, y compris moi-même, compte tenu de mon rôle important sur le navire. L'officier de sécurité du navire, un homme costaud nommé Antonio, me regardait avec suspicion. « Chef Dupont, commença-t-il, vous avez été en contact étroit avec les passagers et l'équipage. Que savez-vous de ces décès ?» Je pouvais sentir le poids de son regard et les murmures de mes collègues. Je n'avais pas de réponse, mais je pouvais sentir le nœud coulant se resserrer autour de mon cou. « Je vous assure, je suis autant dans l'ignorance que tout le monde, répondis-je, essayant de garder mon sang-froid. Malgré mes protestations, il est devenu clair que j'étais le principal suspect. J'avais besoin de laver mon nom, et la seule façon de le faire était de trouver le vrai tueur. Discrètement, j'ai commencé mon enquête, en commençant par les cuisines où je passais le plus clair de mon temps. Tard dans la nuit, j'ai parcouru la cuisine à la recherche d'indices, évitant les yeux vigilants d'Antonio et de son équipe. Ma première pause a eu lieu lorsque j'ai entendu une conversation à voix basse entre 2 stewards. Ils ont mentionné quelque chose à propos de l'expédition et de garder les choses secrètes. C'était vague, mais c'était une piste. J'ai commencé à faire plus attention au comportement de l'équipage et aux interactions entre les passagers. Je me suis retrouvé dans les ponts inférieurs, des zones habituellement réservées à l'équipage. C'est là que je suis tombé sur un compartiment caché rempli de fournitures médicales bien trop avancées et trop vastes pour un simple bateau de croisière. Parmi les fournitures se trouvaient des outils chirurgicaux et ce qui ressemblait à du matériel de transfusion sanguine. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai reconstitué les implications. Ce n'était pas une configuration ordinaire. Il indiquait quelque chose de sinistre, peut-être même d'illégal. J'avais besoin d'en savoir plus, alors j'ai commencé à poser des questions subtiles. La plupart des membres de l'équipage étaient muets, mais l'une des nouvelles stewards, une jeune femme nommée Maria, semblait plus effrayée que les autres. Après quelques cajoleries, elle a révélé un horrible secret. Un groupe de passagers dirigeait une opération de trafic d'organes depuis le navire. Ils utilisaient le voyage comme couverture pour transporter et prélever des organes sur des victimes sans méfiance. Avec cette révélation, j'ai su que je devais agir rapidement. J'ai commencé à rassembler autant de preuves que possible, à prendre des photos du compartiment caché et à documenter toute activité suspecte. Mon plan était d'apporter ces preuves aux autorités du navire et de les forcer à agir. Mais avant que je puisse le faire, j'ai été pris en embuscade. Des mains fortes m'ont attrapé par derrière et j'ai été jeté dans une petite pièce sombre. Ligoté et bâillonné, j'étais à la merci des trafiquants. Ils savaient que j'avais découvert leurs secrets et ils n'avaient pas l'intention de me laisser les exposer. J'ai entendu leur chef, un homme aux yeux froids nommé Victor, discuter de mon sort. Ils avaient prévu de faire de moi leur prochaine victime, un autre corps dont je me débarrasserais une fois mes organes prélevés. Le désespoir a alimenté ma détermination. Avec un peu d'effort, j'ai réussi à libérer mes mains et à détacher silencieusement mes entraves. Le timing était primordial.
Alors que Victor et ses complices préparaient leur équipement, je suis passé à l'action. Grâce à ma connaissance de la disposition du vaisseau, j'ai navigué dans les couloirs sombres, évitant d'être détecté. Finalement, j'atteignis les quartiers du capitaine. J'ai fait irruption, j'ai crié mon histoire, lui jetant les preuves dans les mains. Le commandant de bord, d'abord sceptique, se rend vite compte de la gravité de la situation. Il appela un verrouillage du navire et ordonna à Antonio de détenir Victor et son groupe. Les heures qui ont suivi ont été un flou d'activités frénétiques, alors que les autorités sécurisaient les trafiquants et s'occupaient de leurs victimes. L'infirmerie du navire a été transformée en une zone d'attente temporaire pour ceux qui ont été sauvés au bord de la mort. Au moment où nous atteignions le port suivant, les autorités attendaient Victor et ses acolytes pour les arrêter. J'avais prouvé mon innocence, mais à un prix élevé. Le traumatisme de l'expérience a laissé des cicatrices qu'aucun succès culinaire n'a pu guérir. J'étais entré dans ce voyage en tant que chef célèbre, et je l'ai quitté à jamais, changé, hanté par les horreurs que j'avais découvertes. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, jetant une teinte rouge sang sur les eaux méditerranéennes, je me tenais sur le pont, contemplant la fragilité de la vie. La mer, autrefois symbole de beauté et d'aventure, semblait maintenant un abîme sombre, cachant des secrets trop terribles pour être sondés. Pourtant, au milieu de l'obscurité, j'ai trouvé une lueur d'espoir. J'avais survécu, exposé le mal qui se cachait sous la surface et sauvé d'innombrables vies. C'était une petite victoire dans un monde où les cauchemars passent souvent inaperçus. La brise salée apportait un froid glacial, un rappel constant que nous traversions l'étendue glaciale de la mer du Nord. La croisière était censée être une escapade en famille, une occasion pour nous de nous retrouver. Mon mari, Dieter, et notre fils de 10 ans, Lucas, étaient ravis à l'idée d'une semaine sans école ni travail. Le NM Neptune était un navire majestueux, ses équipements luxueux et la promesse d'un divertissement sans fin attirant un mélange éclectique de passagers. Notre voyage a commencé assez innocemment. Les journées étaient remplies d'activités et de rires, Lucas étant particulièrement amoureux de la piscine à bord. Mais alors que le soleil plongeait sous l'horizon lors de notre 3e nuit, quelque chose n'allait pas. Tout a commencé par un malaise que je n'arrivais pas à situer, une ombre qui se cachait juste au-delà de la périphérie de ma conscience. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, l'air dans notre cabine était lourd, suffocant. J'ai appelé Lucas, m'attendant à le voir émerger groggy sous sa couverture. Il n'y a pas eu de réponse. La panique s'est installée alors que je traversais la pièce, mon cœur battant plus fort à chaque seconde qui passait. Dieter s'est joint à la recherche, son visage reflétant ma terreur croissante. Nous avons passé le navire au peigne fin, notre désespoir grandissant. Tous les coins et recoins du MV Neptune ont été méticuleusement examinés, mais il n'y avait aucune trace de Lucas. D'autres passagers, compatissants mais impuissants, ont proposé de nous aider dans nos recherches. L'équipage du navire, d'abord coopératif, commença à manifester une réticence troublante. Des rumeurs de disparitions similaires ont commencé à circuler parmi les passagers. La peur s'est répandue comme une traînée de poudre. Le capitaine nous a assuré que tous les efforts étaient faits pour localiser Lucas, mais ses paroles sonnaient creux. Il y avait une tension dans sa voix, une lueur de non-dit derrière ses yeux. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Déterminé à retrouver mon fils, j'ai commencé ma propre enquête. Tard dans la nuit, tandis que Dieter restait dans notre cabine au cas où Lucas reviendrait, j'errais dans les couloirs faiblement éclairés, mes sens en alerte. J'ai parlé avec d'autres passagers, dont certains avaient également perdu des êtres chers. Leurs histoires étaient à l'image des nôtres. Les membres de la famille qui disparaissent sans laisser de traces, l'indifférence croissante de l'équipage et le sentiment étrange d'être observé. Un nom refaisait surface dans les conversations à voix basse, l'ordre. On disait qu'il s'agissait d'un culte ancien, dont la rumeur disait qu'il vénérait des dieux sombres et surnaturels. Plus je creusais, plus je me rendais compte que ces disparitions n'étaient pas des actes de violence aléatoires, mais des sacrifices délibérés. Ma percée s'est produite une nuit
lorsque j'ai entendu une conversation entre deux membres de l'équipage. Cachés derrière la porte d'une salle de stockage, je les ai écoutés discuter d'un rituel prévu pour avoir lieu à minuit dans un compartiment secret au plus profond du navire. Je les ai suivis en prenant soin de ne pas être détecté. Le compartiment était caché derrière un faux mur dans la soute. J'ai regardé avec horreur quand ils l'ont ouverte, révélant une chambre faiblement éclairée. À l'intérieur, je pouvais voir des silhouettes, certaines debout, d'autres ligotées et bâillonnées. J'ai aperçu Lucas, les yeux écarquillés de peur. L'air était lourd de la puanteur de l'encens et de quelque chose de bien plus sinistre. J'ai attendu que les membres de l'équipage partent, puis j'ai fait mon mouvement. J'ai réussi à me glisser à l'intérieur, le cœur battant dans ma poitrine. Lucas m'a vu le premier, ses yeux s'illuminant d'un mélange d'espoir et d'effroi. Je lui ai murmuré des paroles rassurantes, tandis que je m'efforçais de le détacher, les autres captifs me regardant avec un mélange de désespoir et de gratitude. Notre évasion a été loin d'être facile. Les sectaires ont découvert mon intrusion juste au moment où je libérais le dernier captif. Nous nous sommes enfuis à travers les couloirs labyrinthiques du navire, le bruit de la poursuite juste derrière nous. Mon esprit s'emballait à la recherche d'une issue de secours. C'est alors que l'un des autres prisonniers, un homme nommé Johan, a révélé qu'il avait fait partie de l'équipage et qu'il connaissait un moyen de s'échapper. Nous avons suivi Johan à travers une série de tunnels cachés émergeant dans la salle des machines du navire. De là, nous nous sommes dirigés vers les ponts supérieurs, nos poursuivants toujours à nos trousses. Dans le chaos, de nombreux prisonniers libérés ont été recapturés ou pire. Les fanatiques de l'ordre étaient implacables, les yeux fous de fanatisme. Dieter nous attendait lorsque nous avons fait irruption dans notre cabine. Sans perdre un instant, nous avons barricadé la porte et appelé à l'aide. Les heures qui suivirent furent un mélange d'activité frénétique et d'horreur croissante. L'équipage, ou du moins ceux qui n'étaient pas impliqués dans la secte, ont finalement agi. L'équipe de sécurité du navire est intervenue et une confrontation sanglante s'est ensuivie. Nous avons finalement été secourus, mais l'expérience a laissé de profondes cicatrices. Lucas était en sécurité, mais son innocence avait été brisée. L'existence de l'ordre a été révélée et une enquête internationale a été lancée. De nombreux membres de la secte ont été arrêtés, mais les véritables dirigeants sont restés insaisissables, leur portée s'étendant bien au-delà des limites du MV Neptune. Je suis rentré en Allemagne avec ma famille, nos vacances tournant au cauchemar nous entend. La tempête médiatique qui a suivi a permis de tourner la page, mais je savais que l'obscurité que nous rencontrions était loin d'être vaincue. Nous avons essayé de reprendre nos vies, mais l'ombre de cette croisière persistait. Un rappel constant des horreurs qui se cachaient sous la surface du banal. La mer s'étendait à l'infini dans toutes les directions, une étendue bleue envoûtante qui semblait promettre tranquillité et évasion. Je me tenais à la balustrade du bateau de croisière de luxe, fixant l'horizon, essayant de laisser le balancement rythmique du navire effacer les sombres souvenirs de mon passé. Ancien flic de New York, j'avais fait cette croisière dans les Caraïbes avec ma femme, Laura, et notre fils adolescent, Ethan, dans l'espoir de trouver un peu de paix et de distance par rapport à l'affaire finale obsédante qui avait mis fin à ma carrière. Mais j'avais beau essayer de me perdre dans les vagues douces et les rires des autres vacanciers, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment de malaise qui s'accrochait à moi. Les cicatrices de ma dernière enquête étaient profondes, tant physiquement que mentalement. C'était une affaire brutale, impliquant un tueur en série qui s'était terminée par une confrontation sanglante, me laissant blessé et l'auteur mort. Le département m'avait considéré comme un héros, mais les cauchemars racontaient une autre histoire. Le premier signe de problème est apparu le 3e jour de la croisière. C'était subtil au début, de petites disputes entre passagers qui semblaient s'intensifier trop rapidement, un sentiment de tension qui ne semblait pas à sa place au milieu du luxe et des loisirs. Je l'ai remarqué pendant le dîner dans la grande salle à manger, quand un couple à la table voisine a commencé à se crier dessus, leurs visages se tordant d'une rage inexplicable.
Le personnel est intervenu, mais l'altercation a laissé une ondulation inquiétante dans la pièce. Plus tard dans la nuit, j'ai été réveillé par des cris qui résonnaient dans le couloir. Je sautai hors du lit, l'instinct aiguisé malgré ma somnolence. Laura et Ethan étaient déjà réveillés, la peur dans les yeux. « Reste ici », ordonnai-je en attrapant la lampe de poche de ma table de chevet et en me dirigeant vers la porte. Le couloir était chaotique. Les gens couraient, certains saignaient, d'autres criaient des choses incompréhensibles. L'air était lourd de panique et d'autres choses, une odeur faible et âcre qui me chatouillait les narines. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, essayant de donner un sens à cette folie. Dans l'atrium principal, la scène était pire. Un groupe de passagers s'est engagé dans une violente bagarre, les poings battants, les corps s'écrasant contre les meubles. J'ai vu un homme mordre le bras d'un autre, déchirant la chair avec une férocité qui m'a fait tourner l'estomac. Ce n'était pas seulement un combat, c'était une frénésie. « Tout le monde, calmez-vous !» j'ai crié, mais ma voix s'est perdue dans le chaos. J'ai attrapé l'un des gardes de sécurité du navire qui avait l'air aussi perplexe que les autres. « Je ne sais pas, monsieur », haleta le garde, serrant une matraque. Les gens ont commencé à s'attaquer les uns les autres. Nous ne pouvons pas le contrôler. Mon esprit s'est emballé, ce n'était pas normal. Quelque chose avait déclenché cette flambée de violence. J'avais besoin de retrouver Laura et Ethan, de les protéger. Alors que je me retournais pour partir, une femme s'est jetée sur moi, les yeux fous, les ongles griffant mon visage. Je l'ai repoussée, ressentant une pointe de culpabilité alors qu'elle retombait, mais il n'y avait pas de temps pour le remords. Je suis retourné à ma cabine en courant, le cœur battant. Au matin, le navire était en zone de guerre. J'avais barricadé la porte de la cabine avec des meubles, créant ainsi une forteresse de fortune pour ma famille. Nous nous sommes blottis les uns contre les autres, écoutant les bruits de la violence à l'extérieur. Je savais que nous ne pouvions pas y rester éternellement. Nous devons découvrir ce qui cause cela, ai-je dit en regardant Laura et Ethan, et nous devons quitter ce navire. « Mais comment ?» demanda Laura, la voix tremblante. « Les canaux de sauvetage sont probablement débordés et nous ne savons pas à qui nous pouvons faire confiance là-bas. » J'ai hoché la tête. « Je sais, c'est pourquoi nous devons trouver d'autres survivants, des personnes en qui nous pouvons avoir confiance. » Nous nous sommes aventurés prudemment, nous déplaçant dans les couloirs labyrinthiques du navire. J'ai ouvert la voie, le faisceau de ma lampe de poche, coupant les passages faiblement éclairés. Nous avons rencontré des poches de résistance, des groupes de passagers qui s'étaient regroupés pour se mettre à l'abri, d'autres qui avaient succombé à la folie. Dans la baie médicale du navire, nous avons trouvé le docteur Emily Carter, un médecin de bord qui avait réussi à éviter le chaos initial. Elle s'occupait d'un homme blessé et a levé les yeux avec soulagement quand elle nous a vus. « Dieu merci », a-t-elle dit. « J'ai essayé d'atteindre le pont, mais c'est impossible avec tout ça, folie. »« Savez-vous ce qui cause cela ?» j'ai demandé. Le doc Carter hocha la tête d'un air sombre. « C'est une arme biologique, une sorte de gaz qui induit une agression et une paranoïa extrême. Nous avons été frappés par une attaque terroriste. J'ai senti une peur froide s'installer dans mon estomac. Une arme biologique a expliqué la soudaine flambée de violence. Savez-vous d'où ça vient ? Le système de ventilation, a répondu le docteur Carter. J'ai entendu des annonces sur le bouclage de certaines zones, mais le gaz s'est déjà répandu trop largement. Nous devons nous rendre au pont et l'arrêter à la source. Avec le docteur Carter et quelques autres survivants, j'ai mené une marche déterminée vers le pont. Nous avons rencontré des scènes d'horreur, des passagers gisant dans des mares de sang, d'autres errant dans un état second, les yeux vitreux d'un mélange de peur et de rage. Chaque pas était un rappel des enjeux auxquels nous étions confrontés. Atteindre le pont était une tâche monumentale. Les portes étaient verrouillées et le système de sécurité avait été compromis. Moi et quelques autres avons travaillé sans relâche en utilisant tous les outils que nous pouvions trouver pour percer. Finalement, avec un grognement d'effort, j'ai forcé les portes. À l'intérieur, le pont était étrangement silencieux. Les officiers du navire étaient affalés sur leur console, victimes du gaz. Je me suis approché du panneau de contrôle principal,
scannant les affichages. Le mécanisme de libération de gaz était sur une minuterie, réglé pour libérer périodiquement plus d'armes biologiques dans le système aérien du vaisseau. Nous devons arrêter tout cela, ai-je dit, mes doigts survolant les commandes. Le Doc Carter était à mes côtés et me guidait tout au long du processus. Nous pouvons évacuer le gaz restant par-dessus bord, mais cela prendra du temps. Fais-le, ai-je dit. Je repousserai quiconque essaiera de nous arrêter. Alors que le Doc Carter travaillait, le vaisseau a fait une violente embardée, signe que le gaz avait des effets généralisés sur l'équipage. J'ai entendu des pas derrière moi et je me suis retourné pour voir un groupe de passagers, le visage tordu par l'agressivité, prendre d'assaut le pont. Je les ai combattus avec une férocité née du désespoir, utilisant chaque once de mon entraînement pour les tenir à distance. Les coups ont atterri, la douleur a éclaté, mais j'ai tenu bon. Finalement, avec un sifflement d'air qui s'échappe, le processus de ventilation a commencé. Le gaz était expulsé du navire. Mais le combat n'était pas terminé. Je pouvais voir la détermination dans les yeux des attaquants. Ils n'allaient pas s'arrêter tant qu'ils ne seraient pas morts ou que je ne l'étais pas. J'ai ressenti une douleur aiguë lorsqu'un couteau m'a tailladé le côté, mais je n'ai pas faibli. Je ne pouvais pas me le permettre. La bataille a été brutale et épuisante, mais finalement les assaillants ont été maîtrisés. Je me suis effondré sur le sol, agrippé à mon côté ensanglanté. Le Doc Carter s'est agenouillé à côté de moi, travaillant rapidement pour arrêter l'écoulement du sang. « Nous l'avons fait », a-t-elle dit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Le gaz a disparu. J'ai hoché la tête faiblement, ma vision nageant. Obtenez, tout le monde en lieu sûr. Les heures qui ont suivi ont été un mélange de douleur et de confusion. J'ai perdu connaissance pendant que le Dr Carter et les survivants s'efforçaient de sécuriser le navire. Au moment où je me suis réveillé, j'étais à l'infirmerie du navire, bandé et faible, mais vivant. Laura et Ethan étaient à mes côtés, leurs visages gravés de soulagement et d'inquiétude. « Papa », a dit Ethan en me serrant la main, « tu vas bien ?» J'ai réussi à esquisser un léger sourire. « Nous allons bien, c'est ce qui compte. » Le navire est entré au port en boitant quelques jours plus tard, les survivants étant accueillis par une flotte de personnel médical et de sécurité. La nouvelle de l'attaque s'était répandue et le monde regardait les passagers ébranlés débarquer, leur cauchemar enfin terminé. Mais pour moi, le cauchemar ne faisait que commencer. Le traumatisme de l'attaque s'est superposé à mes cicatrices précédentes, créant un labyrinthe de douleurs et de peurs que je savais que j'aurais du mal à naviguer pour le reste de ma vie. J'avais sauvé ma famille, mais le coût était élevé. En descendant du navire, j'ai regardé à nouveau l'imposant navire, un frisson parcourant ma colonne vertébrale. La mer avait promis d'échapper, mais elle avait livré un nouvel enfer. Et même si je voulais le laisser derrière moi, je savais que les souvenirs me suivraient, hantraient mes nuits et assombriraient mes journées. Je m'appelle Liam O'Reilly et j'ai vu les côtés les plus sombres de l'humanité. Né à Dublin en Irlande, je suis journaliste de métier, spécialisé dans le journalisme d'investigation. Cette profession m'a emmené dans de nombreux coins du monde, découvrant la corruption, les abus et toutes sortes de mal. Pourtant, rien n'aurait pu me préparer à ce que j'allais affronter sur le paquebot de croisière de luxe Pacific Splendor. La mission a commencé comme n'importe quelle autre. Mon rédacteur en chef, un vieux routier du métier, m'a remis un dossier rempli d'informations anonymes sur un réseau de trafiquants opérant dans le Pacifique Sud. Le réseau aurait utilisé une compagnie de croisière haut de gamme comme couverture pour ses activités odieuses. Ma tâche était claire, infiltrer l'opération, recueillir des preuves irréfutables et démasquer les criminels qui se cachent derrière. Je suis monté à bord du navire sous l'apparence d'un riche homme d'affaires irlandais, me fondant dans la masse des autres passagers. Mes premiers jours à bord du Pacific Splendor se sont déroulés sans incident. Le navire était l'incarnation de l'opulence, avec des buffets somptueux, des piscines étincelantes et des divertissements qui s'adressaient à l'élite riche. Mais sous ce vernis de luxe, je sentais que quelque chose n'allait pas. L'équipage, bien que professionnel, semblait porter un poids d'effroi tacite.
Et puis il y avait les passagers, un mélange de riches inconscients et de détachés suspects. Il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte que beaucoup d'entre eux n'étaient pas là pour les couchers de soleil pittoresques ou le champagne sans fin. Déterminé à recueillir des informations, j'ai commencé à dialoguer subtilement avec l'équipage. Quelques pots de vin bien placés et un charme démodé m'ont aidé à gagner leur confiance. J'ai appris à me fondre dans la masse, à écouter plus qu'à parler, à rassembler des bribes de conversation et des rumeurs chuchotées. Le navire avait des zones interdites aux invités, gardées par des hommes au visage sévère qui ne faisaient clairement pas partie du service de sécurité régulier. Il était évident que ces zones restreintes détenaient la clé de l'opération. Un soir, alors que les passagers étaient plongés dans un gala particulièrement extravagant, j'ai décidé d'explorer l'une de ces zones interdites. Déguisé dans un uniforme d'équipage que j'avais obtenu, je me suis glissé entre les gardes et je me suis aventuré dans les entrailles du navire. L'atmosphère a changé immédiatement. Les surfaces brillantes et le décor poli ont disparu, remplacés par des couloirs étroits et faiblement éclairés et le bourdonnement des machines. Je me suis retrouvé dans ce qui semblait être une zone de stockage, remplie de caisses et d'équipements. C'est ici, dans les profondeurs du navire, que j'ai fait ma première découverte horrifiante. Caché derrière un faux mur se trouvait un dortoir de fortune, exigu et sordide, où des dizaines d'enfants étaient gardés. Ils étaient d'âge et d'ethnies diverses, les yeux vides de peur et de désespoir. La puanteur de la négligence et de la maltraitance était accablante. Je pouvais sentir mon estomac se retourner avec un mélange de rage et de chagrin, mais je devais rester concentré. J'ai discrètement utilisé ma caméra cachée pour tout documenter, chaque visage, chaque détail, sachant que ces images seraient la pierre angulaire de mon exposé. Ma chance s'est égarée quand l'un des chefs de l'opération, un homme nommé Victor, m'a pris en flagrant délit. C'était une silhouette imposante avec un comportement froid et calculateur. Sans hésiter, ces hommes m'ont maîtrisé et j'ai été traîné dans une pièce sombre où mon cauchemar a vraiment commencé. Ils m'ont torturé, exigeant de savoir qui j'étais et ce que j'avais vu. Chaque coup, chaque coupure était un rappel de la gravité de ma mission. Mais je n'ai pas craqué. Je ne pouvais pas. Après ce qui m'a semblé une éternité, je me suis retrouvé seul, battu et saignant, mes ravisseurs convaincus que je n'étais plus une menace. C'est alors qu'une ombre a émergé de l'obscurité. L'un des membres de l'équipage, une jeune femme nommée Maria, qui m'avait aidé secrètement à recueillir des informations. Elle en avait assez vu des abus et était déterminée à aider à faire tomber l'opération. Avec son aide, j'ai réussi à m'échapper, bien que mon corps crie à chaque mouvement. Nous nous sommes rendus dans un endroit sûr où Maria m'a aidé à envoyer les images à mon monteur et aux autorités locales. Les fichiers ont été transmis avec succès, mais notre calvaire était loin d'être terminé. Victor et ses hommes étaient en état d'alerte, scrutant le navire à la recherche du moindre signe de nous. Maria et moi avons dû naviguer dans les couloirs labyrinthiques du navire, en évitant d'être détectés à chaque tournant. En fin de compte, c'est un pari désespéré qui nous a sauvés. Nous avons réussi à désactiver une section du système de communication du navire, créant suffisamment de chaos pour permettre à une équipe de sauvetage de monter à bord du navire. Les autorités, désormais armées de preuves indéniables, ont agi rapidement. Victor et ses associés ont été appréhendés et les enfants ont été sauvés de leur emprisonnement cauchemardesque. Alors que le soleil se levait à l'horizon, peignant le ciel dans des tons d'orange et de rose, je me tenais sur le pont, fixant l'étendue infinie de l'océan. L'opération a été démantelée, les trafiquants ont été traduits en justice, mais les cicatrices de ce dont j'avais été témoin et de ce que j'avais enduré étaient gravées profondément dans mon âme. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Les images de ces enfants, leurs yeux obsédants, resteront avec moi pour toujours, un rappel constant de l'obscurité qui se cache sous la surface de notre monde. La mer était calme lorsque nous sommes partis du port de Yokohama, le Maru-Mariné fendant les eaux sombres avec un sens du but. Moi, Hiroshi Nakamura,
j'avais embarqué sur cette croisière avec l'intention de rassembler du matériel pour mon dernier livre sur les légendes maritimes. En tant qu'historien, j'ai été attiré par les histoires de fantômes et de navires perdus de la mer, et la route du Maru Marinée à travers la mer du Japon semblait pleine de potentiel. Les premiers jours ont été sans incident, remplis des activités typiques d'une croisière de luxe. Les familles profitaient de la piscine, les couples de personnes âgées se promenaient sur le pont et je passais mon temps à discuter avec d'autres passagers et à explorer le navire. C'était un mélange de luxe moderne et d'esthétique japonaise traditionnelle, un palais flottant conçu pour les loisirs. Pourtant, il y avait quelque chose de troublant à propos du navire que je n'arrivais pas à situer. Un sentiment de malaise persistait, devenant de plus en plus prononcé chaque nuit. Tout a commencé par des murmures, à peine audibles, qui se sont propagés dans les couloirs au milieu de la nuit. Les passagers ont rapporté des rêves étranges et un sentiment d'effroi accablant. Un matin, alors que je sirotais mon café dans la salle à manger, j'ai entendu une conversation entre deux femmes. Ils parlaient de silhouettes sombres vues à la limite de leur champ de vision, d'objets se déplaçant d'eux-mêmes. Mon intérêt a été piqué, mais je l'ai rejeté comme une imagination débordante alimentée par l'ambiance étrange de la mer. Cependant, mon scepticisme a été mis à l'épreuve lorsque je me suis aventuré dans les ponts inférieurs du navire un soir. En explorant, je suis tombé sur une vieille pièce faiblement éclairée qui semblait déplacée au milieu du décor moderne. Les murs étaient recouverts de reliques d'une autre époque, des fragments de métal rouillé, des photographies délavées et un vieux journal usé. Ma curiosité l'emporta, et je commençai à lire le journal à la lueur vacillante. Le journal appartenait à un marin de la Seconde Guerre mondiale, détaillant une bataille navale déchirante dans ces mêmes eaux. Ses entrées parlaient du Kagero, un destroyer qui avait été coulé lors d'un engagement féroce, emmenant tout son équipage dans une tombe aquatique. Pendant que je lisais, la température semblait baisser, et je pouvais presque entendre les cris lointains des marins condamnés. Il m'est apparu clairement que le Maru Marinée avait été construit sur les restes de ce navire de guerre perdu. Ma fascination s'est rapidement transformée en urgence à mesure que les hantises s'intensifiaient. Les murmures devenaient plus forts et les ombres se déplaçaient avec intention. Plusieurs passagers tombèrent mystérieusement malades, le visage pâle et les yeux hantés. Je savais que je devais découvrir la vérité derrière ces manifestations avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis approché du capitaine Takeda, un homme sévère et pragmatique qui a d'abord rejeté mes inquiétudes comme étant fantaisistes. Cependant, il m'a accordé à contre-séance l'accès aux archives historiques du navire. Au plus profond des archives du navire, j'ai trouvé la confirmation que je redoutais. La quille du Maru Marinée avait en effet été posée sur l'épave du Kagero. Cette découverte m'a donné des frissons. Les esprits des marins, lésés et agités, sortaient des profondeurs, cherchant justice pour leur mort prématurée. Déterminé à communiquer avec ces esprits et à comprendre leurs exigences, je me suis plongé dans les anciens rituels. Nuit après nuit, j'ai accompli des cérémonies pour invoquer les esprits de la mer. Les premières tentatives ont été accueillies par le silence, mais peu à peu, j'ai commencé à sentir leur présence. C'était un mélange écrasant de colère, de chagrin et d'un besoin désespéré de reconnaissance. Les esprits se sont révélés dans des visions fragmentées et des voix désincarnées. Ils étaient des soldats, leur vie brutalement écourtée, leur mort dissimulée dans la trahison. Ils exigeaient la reconnaissance, des réparations, et surtout, la paix. Je leur ai offert des prières et des offrandes, mais ce n'était pas suffisant. Les hantises sont devenues plus violentes, avec des manifestations physiques qui terrorisaient les passagers et l'équipage. Réalisant que j'avais besoin d'aide, j'ai contacté le père Sugiyama, un prêtre shintoïste renommé connu pour son expertise dans les exorcismes et les rites spirituels. Il a accepté de nous rejoindre sur le Maru Marinée, apportant avec lui une autorité calme et une richesse de connaissances spirituelles. Ensemble, nous nous sommes préparés à une confrontation finale avec les esprits vengeurs. La nuit de l'exorcisme, l'air était lourd d'anticipation et de peur. Le père Sugiyama a commencé le rituel par des chants puissants, sa voix résonnant dans tout le navire. Les esprits se manifestèrent pleinement, leur forme fantomatique scintillant d'une lueur malveillante.
Le vaisseau gémissait et grinçait, comme s'il était vivant et répondait à la bataille spirituelle qui se déroulait. C'était une lutte d'une ampleur immense. L'énergie spirituelle du père Sugiyama se heurtait à la fureur des esprits, l'air crépitant d'une puissance invisible. Les passagers, blottis les uns contre les autres dans la peur, regardaient les ombres se tordre et se contorsionner, et la structure même du navire semblait plier sous la tension. Les heures ont passé, chacune me semblant une éternité. Les cris des esprits remplissaient l'air, un cœur obsédant de douleur et de colère. Mais la détermination du père Sugiyama était inébranlable. À chaque chant, il s'appuyait sur des pouvoirs anciens, les canalisant avec précision et détermination. Lentement, les esprits commencèrent à se relâcher, leur forme s'affaiblissant. Avec une dernière incantation puissante, il dissipa les entités persistantes, apportant une paix précaire au navire. L'atmosphère oppressante s'élevait, remplacée par un calme surréaliste. L'épreuve avait fait des ravages. Les passagers et l'équipage étaient épuisés mais vivants. Le navire, maintenant libéré de ses bourreaux fantomatiques, reprit son voyage, bien que le voyage de retour à Yokohama fût sombre et réfléchi. Quant à moi, j'ai été changé à jamais par l'expérience. Le surnaturel avait touché ma vie d'une manière que je ne pouvais pas ignorer. J'ai décidé d'abandonner ma carrière d'historien. La rencontre avec les esprits m'avait ouvert les yeux sur un monde au-delà du physique, un royaume de forces anciennes et de traumatismes non résolus. J'ai ressenti une profonde responsabilité de comprendre et de naviguer dans cette nouvelle réalité. Mon voyage avec le Maru Mariné était terminé, mais un nouveau voyage venait de commencer, un voyage qui m'amènerait à explorer l'invisible et l'inconnu, à la recherche d'un équilibre entre les mondes des vivants et des morts. Dans les mois qui ont suivi, je me suis plongé dans l'étude des pratiques spirituelles, apprenant des chamans, des prêtres et des mystiques. J'ai voyagé dans des temples reculés et des sanctuaires anciens, absorbant leur sagesse et perfectionnant mes compétences. Mon but n'était pas seulement d'exorciser les esprits, mais de les comprendre, de les aider à trouver la paix, et ce faisant, de protéger les vivants de leur colère. L'histoire du marin Maru est devenue la pierre angulaire de mon nouveau chemin, un rappel constant du mince voile qui sépare notre monde de l'autre. C'était une histoire de perte, de vengeance, et finalement, de rédemption. Et alors que je me tenais sur le rivage, regardant le soleil se coucher sur la mer, je savais que le but de ma vie avait changé. Je n'étais plus seulement un historien du passé, j'étais devenu un médiateur entre les royaumes, un guide pour les âmes perdues et un gardien contre les ténèbres qui se trouvent au-delà. Les esprits des Kagero avaient trouvé leur paix, mais il y en avait d'innombrables autres là-bas, attendant que quelqu'un entende leurs cris, reconnaisse leur douleur. Et moi, Hiroshi Nakamura, j'étais prêt à écouter.